n'a pas invité au côté Mémoire avec l'histoire. Chaque dimanche, midi, reprise samedi 8h le matin sur Radio Cosmos. Nous tranche l'histoire pays d'Haïti avec Med Ben. C'est pas Johnson d'espérer de pouvoir 46. Yo te bani un bon espoir et pourtant nous pas six. Chers auditeurs et auditrices de Radio Cosmos, nous disons bonjour. Une fois de plus, nous sommes contents de l'occasion de faire causer sur l'histoire pays, histoire contemporaine. Et la fois dernière, nous avons commencé à étudier avec vous la crise de 1946. Nous avons pour un contexte général crise là, et crise économique là, rareté des produits de première nécessité, qui est bonne hausse des prix, qui te fait la vie devient beaucoup plus chère, le peuple devient très fâché. Nous avons montré la dimension crise sociale là, une exaspération des classes moyennes noires contre le prix de couleur. Et puis, vous avez la montée de la colère politique dans le pays et de le refus systématique de l'ESCO de faire droit à des réformes sollicitées par les citoyens. On a demandé plus de liberté. Donc, disons le mot carrément, qui développe pour gagner une démocratie dans le pays. L'ESCO va le temps de ça. Alors, tout le bail serve une forme mélange. Et côté où un paquet de bagages qui pourraient aller mélanger là, qui pourraient aller faire que les jeunesses là, à travers la rue, sortent un texte, une sorte d'éditorial pour dire au peuple là, bonne année, le 1er janvier 1946. Et l'ESCO réagit, c'est arrestation, etc. Et ça va le gâter la net. Et du 7 janvier au 11 janvier, évidemment, va le déclencher jusqu'à la chute de l'ESCO. Et Kounia, on a pour étudier la situation qui pourrait aller exister en Haïti après la chute de l'ESCO. Mais avant ça, nous pensons suivant format émission, une obligation pour me répondre à quelques questions que l'auditeur t'a posées, t'a quitté pour nous. L'administration radio, donc on va essayer de répondre aux questions. C'est pas Johnson d'espérer de pouvoir 46. Yo te bani un bon espoir et pourtant nous pas six. Première question auditeur posée, c'est que est-ce que l'ESCO a refusé de faire réforme vraie dans le sens Charte Nations Unies a demandé ça en 1945? On a dit oui, l'ESCO a refusé de faire réforme. Et vous remarquez bien, Haïti, c'est un pays qui est membre fondateur des Nations Unies. Dans la conférence San Francisco qui fait aux États-Unis, Haïti était présent. Autrement dit, le gouvernement, l'ESCO, te voyez moun représenté dans la conférence là. Nous participé dans la réunion ça et nous signatons parmi les États membres, les 45 premiers signataires, Haïti là-dedans. Dans chaque Nations Unies, c'est-à-dire que nous avons dit, ça nous les baptisés, organisation internationale ça. Et gon bagay, gon idée que li bail, c'est que pour que dans tout côté, tout État membre que pratiquer la liberté politique, que respecter les droits de l'homme. Et que tu même souhaité que pour différents États membres, adapter la constitution, adapter la loi la caillou à sa charte la mandé. Ça, à constitutif Nations Unies mandé. Eh bien, il y a un journaliste
haïtien dans Nouvelliste, au bonjour qui sort son texte, et qui dit qu'il le gouvernement haïtien a pris disposition pour lui modifier la loi PIA conformément à ce que la Nations Unies demandé. Parce que Haïti est signataire, non seulement signataire, mais fondateur des Nations Unies. L'ESCO fâché. Le gouvernement l'ESCO a fâché. Il dit et que a fait bagaille 4 libertés sur parler à peuple là pour prêt pour ça. En tout cas, il tenait à dire que tout le monde qui a cherché Chita, il a fait bagaille 4 libertés pour ne pas les Nations Unies. Et que le gouvernement prend des dispositions pour agir contre des fauteurs de troubles, comme les gens qui mettent en danger la stabilité politique dans le pays, que depuis le monde parle pour ça, il a pu arrêter le rédacteur en chef là, il a pas arrêté le directeur, il a quand même fermé le journal là même. Là, son menace claire contre la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et ensuite, c'est une violation d'un traité international que Haïti soutient. Ça a monté pour bailler tête en belle figure. Pour à la mode, il n'y a pas les droits de l'homme. Après la Deuxième Guerre mondiale, là, les Nations Unies, il signe un papier. Mais pour appliquer ça qui dit, il n'y a pas la donne. Alors, nous avons dit, l'en basé sur fait ça, nous sommes capables de dire, les côtés refusés, fait réforme. Réforme, n'est-ce pas, du type libéral pour gagner plus de liberté politique dans le pays. L'autre question nous joigne, c'est que qui importance, il y a 2 documents internationaux gagnés dans la crise pays sous l'ESCO. Tout d'abord, une lettre de Trujillo, envoyée par l'ESCO, et puis avec un extrait de constitution américaine que l'ambassade américaine met en circulation. Tout d'abord, lettre Trujillo. Il faut tout le monde connaître qui c'est Trujillo. Trujillo, c'est Rafael Leonidas Trujillo, c'était un chef d'État dominicain qui a eu pile influence sur la vie politique en Haïti depuis m'dakadi 20 ans. Du tout intervenu et dans la vie politique pays. Et monsieur, c'est un qui a joué un grand rôle dans monter l'ESCO. C'est-à-dire que il était dans fait pression sur Vincent pour il était capable de porter Vincent by l'ESCO pouvoir. Parce que l'ESCO était Zamini, l'ESCO était ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, etc. Donc, il était contre l'ESCO paquet service. Il se trouve que en 1943, l'ESCO il y a un problème avec monsieur. L'histoire, je connais qui n'a pas problème ça, mais il y a un problème. Et l'ESCO font un discours 18 mai, à l'occasion de la fête du drapeau, côté les critiquer vertement Trujillo. Il est clair que dans ça, l'ESCO te dit, tu n'as pas parole de vérité. Mais Trujillo fâché. Trujillo écrit son lettre, côté, il met un paquet de bagages dehors. Il dit, monsieur, je ne comprends pas qu'on est capable de dire tout le ça contre moi. Comme si je me disais, ennemi peuple haïtien, etc. Parce que, ou même songer, paquet de services pour nous. Songer, ou t'es ambassadeur haïtien en République dominicaine, côté gouvernement haïtien, beaucoup pour acheter des armes pour le gouvernement. L'argent gaspillé dans mes mains, c'est moi-même qui beaucoup pour te remettre le gouvernement haïtien. Songez au rôle que je jouais dans fait Vincent au pouvoir, etc. Donc, je me suis mis au paquet de bagages qui étaient des secrets politiques, limités au dehors. Et ça arrive en Haïti en 1945. Dans l'année 1945 là, ça a eu fait une bombe parce que Vincent l'ESCO en mauvaise posture
Il y a pression jeunesse là sous lui, il y a pression classe moyenne noire sous lui, il y a une crise sociale encore lui, et voilà pour bailler comme ça sorti. Pour montrer que le gouvernement dominicain était comme Malcolm pour lui résoudre problème, etc. Donc, si on a une opposition pas claire. Donc, ça veut dire exciter les gens, ils disent son honte qu'on nomme comme ça, capable à la tête pays. Donc, il faut l'aller. Ça, c'est le premier document dit qui accélère la crise là. Vous avez dit c'est l'huile sur du feu. Ou l'autre document encore, comme on qui pose des questions, c'est un extrait de la Constitution américaine que l'ambassade américaine mettait en circulation pas de manière régulière, même temps en bas veste. C'est-à-dire glisser mouni dans la presse et puis bagarre a parlé en Haïti bouche en bouche dit l'autre. Qui ça texte a dit dans la Constitution américaine dedans et que les peuples ont le droit de se révolter contre l'oppression. Le peuple a souffert, on régime a crasé Zoli, a fait dictature, le peuple là, non seulement il y a droit, mais son devoir pour le peuple à révolter tout. Alors, on parle comme ça, tombé, dans le mois de octobre-novembre 1945, en Haïti, vous comprenez bien, ça a une valeur, son bombe, son coup de bassu, que l'ESCO soit en tête. Parce que tout le monde connaît que l'ESCO a été le bon ami des Américains, et on a eu la preuve à ce moment-là que les Américains ont lâché monsieur. Parce que face à des dégradation de situation, Blanc n'était pas qu'à Québec monsieur encore, d'accord? Et puis, Blanc était lagué, texte en circulation. On va dire que deux documents, deux documents historiques, une c'est la lettre de Trouillot, l'autre là, c'est ce passage de la Constitution américaine. On va dire l'opposition et la presse engagée prend le document et ils viennent alimenter la propagande contre l'ESCO, montrer que monsieur n'est pas carité à la tête pays encore. Bien, troisième question dit que est-ce que intervention la MEA pour jeter l'ESCO pas casser le mouvement qui t'a fait là? Oui, c'est vrai. Il me dit bon compliment pour question ça parce que le mouvement que t'a fait là. Qui monde qui t'a mené? C'était des jeunes de la ruche, mon dit que Jacques-Stéphane Alexis qui a 17-18 ans et on a René Despès qui était à peu près dans 20 ans. On a depuis AGA, c'était Théodore Becker, mais il peut comprendre 30 ans. Donc c'est un mouvement de jeunes. Mais c'est des gens qui ont une bonne foi, qui ont une générosité, d'accord? Mais qui peuvent avoir une expérience politique. Ils ont une idée politique, mais pour avoir une expérience politique. Donc, le bois barré, eh bien, qu'on y a, et c'est l'armée qui est intervenue. Ils sont gros bagailles. L'armée est intervenue comme arbitre de la crise politique. Parce que pendant 5 jours, monde dans la rue, peuple dans la rue, mon a tombé, etc. Et l'ESCO aurait été là, dans Manuel Delorier, il n'est pas sorti, il n'a pas voulu le pouvoir. Donc, monde qui paraît, c'est-à-dire ces 3 membres de l'armée, c'est-à-dire Lavaux, Magloire et Level, ils constituent un jeu, et puis c'est eux-mêmes qui ont exigé l'ESCO pour le pouvoir. Pas oublier que Magloire était chef de la maison militaire. La maison militaire, à l'époque, c'était la maison qui avait, c'est le bataillon de l'armée, qui avait la responsabilité de la sécurité du président, au sorte de garde présidentielle. C'est-à-dire que c'est bras droit l'ESCO qui a abandonné lui. Donc, M. Ouel pas campé sur rien. Alors, on a dit que le mouvement, il vient perdre orientation. C'est-à-dire que le monde qui parle pour pouvoir, pas gagner pour te ouais, avec revendication, jeunes yo tap médé. D'accord? Revendication jeunes yo, d'ailleurs, qui te paraît très clairement dans l'éditorial La Ruche là, c'était changement économique, changement social, changement culturel, changement en profondeur.
c'était faire la révolution. Mais M. Trio, ça, qui prend pouvoir, il a pâté, soit fait bagaille, faire révolution en 1946. Donc, mon point vide, désorienté. Bon, l'autre question, quatrième question, d'après vous, et est-ce qu'il n'est pas plus bon pour Jadot de changer de stratégie et les LESCO tomber? Ça, c'est une question qu'on débat. C'est une question qu'on débat. Et qui était stratégie, jeune? Stratégie, c'était soulèvement, et c'était grève, manifestation, fait l'esco aller. Mais, je me lis un document, côté, tu as une proposition, tu dit ça, Haïti, tu voulu. D'accord? Même d'accord dire, comment pour transition été faite, d'accord? Et ça n'a pas jamais clairement établi, d'accord? Et comme politique, on est ces rapports de force, hein? Soit fait d'opportunités tout, hein? Et monsieur militaire, ça qui était ambitieux, hein? La preuve, voit le pied devant, Paul Marc doit pas le prouver qu'il avait son ambition politique. Et bien, il a profité, il est entré dans le vide là. Hein? Il est entré dans le vide là. Et puisque la jeunesse de l'époque, hein, encadré par quelques aînés, il y avait quelques aînés, il y avait quelques politiciens noirs, et qui étaient encadrés les jeunes d'eux, sortir dans le front révolutionnaire démocratique là, hein, mais qui n'avaient pas la force, hein, pour être campés devant l'armée face à la situation. Donc, après coup, parce que c'est après 70 ans, 80 ans, je dis, on a dit ça. Et on est capable de dire, peut-être que la bonne, c'était stratégie, mais la bonne tactique, hein, ça devait être de rentrer dans le compromis avec l'armée là, hein, pour pas quitter tout pouvoir en Arménie, pour partager là avec les, etc., pour ne pas tout perdre. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait, parce qu'on est que quand on a 20 ans, on est plutôt radical, on ne sautait plus sur le programme changement, et on parle que il peut continuer au même, il peut continuer à exiger le changement pour Haïti, et il peut prendre position contre le pouvoir militaire, il peut prendre position contre la jeune, il peut contester les jeunes là, d'accord? Mais il n'a pas trahi leur option pour le changement, d'accord? Et je dois dire en même temps que le rapport de force du point de vue politique ne leur était pas favorable, hein? Parce que un gros peuple qui est avec deux bénis, qui est avec deux pieds, hein, qui va un petit couteau, et un monsieur militaire qui a toutes les armes dans les mains, d'accord? Et nous avons dit situation ça qui vient là après la chute de l'ESCO, eh bien, nous n'avons pas préparé pour faire face à lui-même. Hein? Il était pensé que l'ESCO a tombé et puis on a fait le jeu institutionnel pour le jouer. Il n'a pas appliqué sa constitution dit pour président de cassation, pour un pouvoir, pour un bagage. Ça, on a dit c'est un vœu, mais c'est un vœu pieux. La politique est déterminée non pas par ça écrit dans la constitution, mais par le rapport des forces. Et on des questions. Est-ce que revendication la mécanisme là pas venir amplifier une autre crise politique que nous connaissons dans le pays? Oui, parce que l'intervention de l'armée et en 1946 dans les événements, donc à dire que les noué avec une mauvaise tradition qui dirait avant l'occupation américaine. Avant l'occupation américaine, comment on était contre le pouvoir? C'est-à-dire, c'est général, ou bien homme politique, doublé de militaires, qui, ou bien sorti dans le nord, ou bien sorti dans le sud. Si c'est dans le nord, il y a la tête caco. Si c'est dans le sud, il y a la tête piquet, et puis au marché, sous Port-au-Prince. Il prend le pouvoir, il installe dans le palais national, et puis, il force l'Assemblée nationale là, et députés, sénateurs, au pouvoir, ratifier le pouvoir. En 1915, les Américains viennent dire, ils retirent quelque chose ça. Hein? Ils disent non, il n'est pas question que c'est l'armée qui prend le pouvoir, l'armée faite pour être dans la caserne, et que
et c'est civil qui pour exercer le pouvoir, c'est par le jeu des élections. M'daka dit, même si c'est bon pas yo TBT, hein, même m'daka dit, et ou te ouais que yo mettez au pouvoir sud d'Actic d'Ave, moun pas bien entendu, et au civil, yo mettez Vincent, yo mettez excusez Bordeaux après le d'Actic d'Ave civil, yo mettez bon Vincent au civil et à puis manœuvrer jusqu'à ce qu'il accepte lui comme président, hein? Et ensuite l'ESCO avec la bénédiction de Washington et de Torio, hein? Et Vini président, il fait pression sur Vincent, fait mal le pouvoir, etc. C'est comme ça a dépassé. Donc on a dit que pendant environ une trentaine d'années, l'armée a été écartée de la vie politique en tant que telle. D'accord? Il a été remplacé l'armée par la gendarmerie d'Haïti, qui était toujours en force entre les mains des Américains, mais il n'a pas participé directement à la vie politique. À partir du 11 janvier 1946, l'armée est intervenue comme arbitre de la situation politique. C'est décidé en dernier ressort de la chute de l'ESCO. Il n'a pas créé conditions, non? Conditions a été créée par la jeunesse progressiste, hein, par des révolutionnaires, mais ce n'est pas eux-mêmes qui ont le pouvoir. D'accord? Donc, ils ont le pouvoir, et puis, ça veut dire que c'est l'armée qui va décider qui va le président. D'accord? Ils vont influencer l'élection 46 là, qui va le bon estimer. Ensuite, ils vont le jeter estimé, ils vont le bon pouvoir, et avec Magloire. Et depuis lors, tradition arrêtée, on va jouer un grand rôle. Et après la crise 57 là, on va jouer que beau pour organiser l'élection. C'est pour décider que c'est du Val président, etc., etc. Donc l'armée vient peser lourdement dans la vie politique. Donc Kembe PIA, dans une crise politique récurrente, qui est toujours aller venir, etc. Donc c'est peut-être ça, je pense que et de ce côté, à ce point de vue, d'accord, et 1946 n'a pas apporté un grand changement dans la vie politique du pays, de ce point de vue. Alors, nous finissons répondre une question et quelques compatriotes t'ont posé sur crise 47, nous disons merci. On a tout Kembe, structure ça pour émission. Avant de faire un nouveau chapitre, nous avons toujours reprendre quelques notions de déjà et surtout répondre à des questions posées par les auditeurs. Seul ça n'a pas de poser des questions sur ça que nous faisons droit. D'accord? Parce que nous n'avons pas fait parler d'histoire pour laisser parler de l'histoire. Nous venons parler de telle manière que parler nous dire, n'est-ce pas, utile à quelque chose. C'est-à-dire, il peut mettre jeunesse à apprendre, il peut mettre des collègues enseignants, etc., des chercheurs, bénéficier de cette amitié. Dans le conseil, on va rentrer dans la situation qui parle en Haïti après la chute de l'ESCO. C'est pas Johnson d'espérer de pouvoir 46. Yo te bani un bon espoir et pourtant nous pas 6. Qui ça pourrait caractériser la situation politique là après la chute de l'ESCO? Ça pourrait caractériser cette situation, c'est que son accentuation de la crise. L'ESCO tombé, l'armée prend pouvoir, mais la population, et particulièrement les artisans de la chute de l'ESCO, on n'a pas les jeunesses la rouge là, on n'a pas une bonne partie des classes moyennes, noires, ils sont fâchés. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord que l'armée pour pouvoir. Ils pensent qu'il faut l'armée hériter dans la casette et que c'est sa constitution prévoir qui pour faire.
qui sa constitution de prévoir, c'est que depuis pas gagné président de la République, c'est la Cour de cassation qui peut prendre pouvoir pour un certain temps et puis qui organise les élections. Donc, vous fâchez. C'est-à-dire, vous gagnez pas même dire une divorce, c'est-à-dire un conflit au départ entre l'armée et le reste du pays. Chaque jour, manifestation a fait dans la rue, a pendé pour l'armée à rentrer dans la caserne, bailler pouvoir à des civils, bailler pouvoir à la Cour de cassation. Donc, a dit globalement, nous passons le mois de janvier, comme ça, hein? Chaque jour, tête chargée dans la rue Port-au-Prince. Puis, terrible moment même, machine, peut sauter en province, rentrer dans Port-au-Prince, etc. Et c'est dans le contexte ça, nous arrivons dans le mois de février, et l'armée pour faire un gros coup, une grande manœuvre politique, le 12 février 1946, il pourrait aller en tant que gouvernement provisoire, il pourrait publier un décret côté il établit le processus et la mise en place de nouveaux régimes constitutionnels en Haïti. Du processus, c'est-à-dire quelles sont les étapes par lesquelles il a passé pour être capable d'un nouveau régime politique en Haïti. Et qui ça veut dire? Il va convoquer les assemblées primaires, il va convoquer le peuple là dans ses comices, gouvernement, pour aller demander le peuple là pour lui élu en mai 1946 pour l'élu député, sénateur et commission communale. C'est une première étape. Deuxième étape là, les deux chambres pour aller réunir en assemblée nationale, il y a pris pour attribution pour eux, et c'est une attribution spéciale, oui, pour donner au peuple haïtien une nouvelle constitution. Et à la lumière de la nouvelle constitution, il faut pour élu le président de la République. C'est-à-dire constitution Vincent, hein, qui était toujours à l'honneur, ils ont mis de côté parce que l'ESCO était modifié la constitution Vincent, mais il n'a pas jamais mis de côté à 100%. Donc, constitution ça, il ne faut pas le mettre de côté, il dit qu'il faut une nouvelle constitution. Et il faut noter yo bail constituante là qui pourrait former ça les qui ça n'entend pas constituante là. La constituante c'est l'assemblée qui pourrait le travail pour le bail pays une nouvelle constitution. Depuis un groupe monde a pu travailler sur la constitution ou bien dans le sens d'une réforme partielle ou bien dans le sens d'une nouvelle constitution, c'est constituant que oui. Le monde qui m'a fait ça, c'est député avec sénateur. Il y a un double mandat. Premier mandat, c'est que c'est eux-mêmes qui ont gagné pour bailler pays à une nouvelle constitution. Et deuxième mandat, c'est eux-mêmes qui ont gagné tout pour élu président de la République. Tout bail ça à la lumière de quelle loi électorale il va le faire. Je prends un nouveau décret et pour le mettre en honneur, pour utiliser une loi électorale qui était là depuis en juillet 1930, je viens avec lui.
Et il y a modifié, bien entendu, loi électorale, c'est l'ancienne loi électorale là, ils prennent le nom d'un tiroir, ils prennent modifier pour être capable d'adapter aux nouvelles exigences de la situation. Là, nous avons dit, c'est que d'un côté, vous avez le pouvoir exécutif, le gouvernement provisoire, la junte militaire qui est contestée. De l'autre, vous avez une grande manœuvre que je te la fais, côté les embrayés moun sous cause élection. Parce que l'ESCO, avec l'ESCO, pas d'abri élection, pas de blague élection. L'ESCO liberté dit l'attendre de la guerre finie pour l'élection faite, la guerre finie, il ne pas montrer qu'il veut faire élection. Donc, il y a embrayé moun soit fait élection. L'autre bail qui caractérise la situation, c'est que lutte politique là, qui était portée l'ESCO à l'air, est-ce que la fête même gens toujours, est-ce que c'est même bagaille qui a parlé? On a dit il y a même bagaille qui a parlé, la question de couleur, noir, mulâtre, etc. Même t'as dire de présenter dans le public là, dans l'opinion publique, sous la forme de deux blocs politiques. De deux blocs politiques. Ou gagnent deux blocs politiques en présence, ils ont séparé une ligne qui sépare. C'est la question de couleur. Compte tenu de la politique pratiquée par l'ESCO avant 1946 en faveur des mulâtres, à l'encontre des classes moyennes noires, la question sociale, on a été la lutte sociale et politique, la lutte pour le pouvoir, prend la forme coloriste. Ça semblait dissembler de la forme. On lutte entre noirs et mulâtres. Noirs capgoumé contre mulâtres. En effet, les hommes politiques noiristes, nous disons hommes politiques noiristes, c'est pas peut-être au bout de noir non qui fait le noiriste. Les hommes politiques noiristes, c'est monde qui dit le noiriste consiste à dire bail nèg nou pouvoir, c'est ça pour résoudre le problème. Là, c'est le noirisme. D'accord? Les questions, solutions sur la question de couleur. Alors, on dit, homme politique noiriste, ils réclament le pouvoir pour les noirs, qui argument au bail, ils disent, ils gagnent longtemps, ils n'ont pas exercé le pouvoir, depuis 1915, où ils ont Sud-Actignav mulâtre, Bono mulâtre, Vincent mulâtre, même si Vincent pas mulâtrisant, on a quelqu'un préjugé, mais c'est mulâtre quand même, l'ESCO mulâtre. Donc les Noirs, en tant que tels, ont été écartés du timon des affaires. C'est-à-dire côté à discuter de gros problèmes politiques, nèg n'est pas là, même si vous êtes préparé intellectuellement. Donc, je dis, c'est non pour nous prendre pouvoir, pour nous montrer que nous-mêmes, nous sommes capables de faire du positif dans le pays. En quelque sorte, on a dit, en français, c'est une réaction contre l'ostracisme des Noirs de 1915 à 1946. C'est-à-dire que son groupe dans la société qui dit le temps pour nous exercer le pouvoir. Ça, c'est un bloc. D'accord, un bloc hétérogène. Il y a des gens de différentes idéologies là-dedans. Hein? Il y a différentes idéologies. Il y a des gens là-dedans qui se réclament du marxisme. Il y a ça qui dit aussi libéraux, il y a ça qui est populiste, etc. Mais le point commun entre eux-mêmes, c'est la question de couleur. Nous sommes tous d'accord sur la question ça.
Et en face, vous avez le bloc mulâtre. Le bloc mulâtre, faut nous dire toute la vérité, il n'y a pas dit un projet mulâtre. Il n'y a pas vu nous revendiquer la société pour il n'y a pas vu nous revendiquer le pouvoir en faveur des mulâtres. C'est adversaire politique qui fait casquette ça pour eux. Qui ont dit tout le monde qui est dans le pays qui est un peu clair, et particulièrement ça qui est dans le gouvernement Vincent, ça qui est dans le gouvernement Lescaut, donc fait partie de la bourgeoisie mulâtre, ou pas fait pour le pouvoir encore. Donc, quelle que soit l'idéologie, il n'y a pas considéré il n'y a pas pour au sérieux, il dit, c'est affaire mulâtre ou après l'église, ça fait bourgeoisie mulâtre, mulâtre là signifie privilégié dans le pays. C'est comme ça qu'il considéré. Ou après, M. PSP, le Parti Socialiste Populaire Haïtien, qui était là-dedans, des marxistes, des gens qui ont Antoine Lespèce, qui ont Étienne Charlier, monde qui était un pignon sur rue, qui était créé parti, qui était dit voici leur idéologie, etc. Yo même moun sa yo te anti-Lescaut. Yo te mulat kakou Lescaut, mais yo te combat Lescaut. Kounya, monsieur Noir yo dit pas occuper yo. Pas occuper nèg sa sou mettre dame yo. Hein? Yo c'est même bourgeoisie mulat là k'ap marcher sur nous là en pavillon masqué. Yo prend pause. Y a défendre intérêt masse. Y a défendre justice sociale. Y a parlé démocratie pour tout le monde, c'est pas vrai. C'est et pas ça qu'a réglé. C'est un bagaille, y a débellé pour yo tourner pour yo prendre pouvoir en faveur de la bourgeoisie mulâtre en utilisant une parole prolétarienne, en utilisant le vocabulaire des masses populaires. Alors, moun sa yo, ils sont fortement combattus. Et bloc mulâtre là, ou bien se considère comme tel, yo même yo très hostile tout vis-à-vis de la junte militaire. Yo plus t'as dit et plus du côté de la jeunesse à l'époque. Alors Fonda dit tout qu'à l'époque, dans le monde, vous avez deux grands courants de pensée qui traversent l'opinion internationale. Sont conséquence de la Deuxième Guerre mondiale, liée au fait que la Deuxième Guerre mondiale, là, c'est la victoire des puissances libérales, États-Unis en tête, ensuite la France, l'Angleterre, etc., qui prônent le libéralisme, les droits humains, etc. Et l'autre courant idéologique, c'est le marxisme, incarné par l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui vient de grand prestige tout, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Pour ça, parce que sur le front oriental, en Europe, c'est le gouvernement contre Hitler, pour mettre Hitler dehors sur le territoire occupé en Europe de l'Est. Donc, deux courants de pensée ça, qui ont droit de cité dans le monde, eh bien, ils ont entré en Haïti par la voie de la presse, hein, par la voie des journaux, même si pas de grand pile radio, n'importe quelle télévision, mais ils arrivent quand même en Haïti. D'accord? Professeurs qui sont étudiés en France, etc., viennent avec idée ça. Donc, la jeunesse des lycées, la jeunesse universitaire au courant de ça, donc il dit ça brasser en d'un pays. Alors, c'est, m't'a dit, la question politique, la lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir politique est dominée par la question de couleur en Haïti. C'est comme ça, bagaille là, présenté dans le conscience pour nous. C'est comme ça, mon yo weli. Donc, où une situation là, côté m'dakadou, de janvier 1946 à août 1946, jusqu'à ce que l'estimé prend pouvoir
en 1946, une tension politique en deux pays qui est dominée par la question de couleur. Et c'est dans l'ambiance ça que on pourra gagner les élections législatives qui pourraient le dérouler en deux pays. Comment l'élection ça pourrait le passer? Élection législative ça qui pourrait organiser et en juillet. Donc elle dit le jeu militaire là, nous l'avons été combattu par les mulâtres, comprenez bien, sont affaires d'intérêt politique. Donc nous avons avenir lui-même, intérêt lui, barré du côté des Noirs. D'autant que nous avons une revendication, n'est-ce pas, qui a une justification historique. Parce que depuis la période coloniale, les Noirs sont exécrés, sont méprisés, ils ne sont pas considérés nègres comme commun. Après 1804, et pendant tout le 19e siècle, là, une bonne partie du 20e siècle, là, c'est comme ça. Donc, que les droits tapent de l'égalité, pas rien d'anormal dans ça. Hein? C'est un bail qui est juste, un bail qui est correct, etc. Bon, dans la lutte politique qui déroule dans le pays après la chute de l'ESCO, on pourra le voir, et l'élection on pourra le passer avec la victoire écrasante des noiristes estimistes. C'est-à-dire une série de hommes politiques, de jeunes hommes politiques noirs, qui, pour la plupart, partisans du Dumas estimé, qui étaient acceptés du Dumas estimé comme leader. Ouais, parce que là, c'est pour un gros parti, mais c'est une tendance, c'est-à-dire bloc noir, et c'est eux-mêmes qui prennent la grande majorité, puis fort, monde qui prend l'élu, c'est noir que oui. Et on pourra gagner M. Sao qui, en dedans Parlement, en 1946, il pourra faire une manœuvre en août 1946 pour faciliter la prise du pouvoir par Dumas estimé. Qui ça, il pourra le faire? Nous songeons que, tout à l'heure, nous dit non, dans le décret, je t'en prends, il était dit, il faut qu'il y ait fait élection, bon, élection faite, mais il était dit qu'après ça, il faut qu'il y ait une assemblée constituante qui fait, et c'est après, il faut faire constitution, il pourra dire qui gens pour élire président. Mais quand il y a élection législative une faite, bloc noir là, c'est lui-même qui est parlement amène. Eh bien, il pourrait aller dire ils sont détenteurs de la souveraineté nationale. C'est eux-mêmes, oui, ils forment l'Assemblée constituante là, mais ils pourraient dire en tant que souverain, parce que c'est eux-mêmes que le peuple a fait confiance, députés, sénateurs. Donc, en tant que leader, c'est pour le peuple la route, qui ça qui est bon pour lui. Et qui ça vous fait? Il dit, pays a trois problèmes là-dedans. Il y a insécurité, il y a chômage, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à vivre, etc. Il faut que nous ayons un président tout de suite, sans perdre du temps, qui pourra attaquer les grands dossiers nationaux, dossiers économiques, dossiers sociaux, dossiers politiques, pour retirer le peuple dans la rue, qui fait pression chaque jour. Il faut que nous baillons pays à un président. C'est-à-dire le président de la République devient le remède ultime qui peut traiter tous les maux MAUX du pays. Alors, c'est ainsi.
ils ont fait une manœuvre. Vous avez une majorité de députés estimistes à la Chambre des députés, ou quelques sénateurs tout. Nous avons quoi Thomas Desulmé, etc. Charlie, Mounsayo, yo font manœuvre. Et puis on dit, nous remettons en honneur la Constitution de 1932 qui était là depuis Vincent. N'a élu au président à la lumière de la Constitution de 1932, c'est-à-dire suffrage universel et direct, c'est-à-dire l'Assemblée nationale là, c'est lui qui parle élu président. A fait côté pour une nouvelle constitution, côté ces peuples qui pourraient aller le président, me dit, ça, nous avons fait ça après. Il dit, nous avons continué de travailler pour nous faire une nouvelle constitution. Mais en attendant, nous n'avons pas de constitution en fait, il faut nous payer un président. C'est ainsi, le 12 août, il prend une décision, il retournait en tant qu'Assemblée constituante, souveraine, il retournait avec la Constitution 1932. Et le 16 août, il a organisé l'élection. Et c'est dans le contexte ça, estimé qu'il y avait plus fort monde qui était la Chambre, qui était dans l'Assemblée nationale, qui était monde Pali. Hein? Et bien c'est comme ça, M. Pral est le président le 16 août 1946. Donc on a dit, bloc noir là, c'est lui-même qui prend pouvoir le 16 août 1946 avec Dumassé estimé comme un leader des classes moyennes noires qui peut être élu comme président de la République. C'est pas Johnson d'espérer de pouvoir 46. Yo te bani un bon espoir et pourtant nous pas 6. Élection présidentielle qui pourrait mener Dumassé estimé au pouvoir. Faut nous dire, ici, il n'y a pas de seul candidat. Il y a plusieurs candidats. Qui sont les candidats? Quels étaient les principaux candidats? On va dire Dumassé estimé. C'est le député de Verrette. Il était réélu en 1946, mais en position de leader du bloc noiriste. Il était capable de compter sur le vote de la majorité des députés de l'Assemblée nationale qui issus de mouvement noiriste 1946. Monsieur de l'appui des classes moyennes noires de Port-au-Prince et des notables des provinces, ça nous a relé de groupes propriétaires terriens, des spéculateurs en denrées. Monsieur, à l'époque, monsieur fait figure d'homme politique expérimenté pour avoir été parlementaire sous Vincent. Il a été ministre de l'Éducation nationale, du Travail et de l'Agriculture sous Vincent. Il était connu comme un baron du régime de Vincent. Et c'était l'un des hommes forts du Parlement, toujours en liaison avec Vincent. Il avait conservé son poste de parlementaire sous l'ESCO, même si il n'a pas de l'ESCO trop, mais il était toujours été comme membre Parlement. Monsieur, il est fortement combattu
par le PSP, le Parti Socialiste Populaire, qui lui reproche d'avoir servi les régimes de Vincent et de Lescaut, que vous considérez comme des régimes tyranniques, qui tapent tout fait peuple là. Bon, rumeur publique, on n'a jamais pu établir, sans me le dire sur des documents, mais la rumeur, le télédiol en Haïti, fait comprendre qu'il y a un des hommes forts de l'armée, qui était Marquès Prosper, qui était le bon ami de Paul Magloire, militaire pareil, qui était partisan, monsieur, qui était partisan estimé. C'est Mounsa qui pourra gagner pour diriger le pays à partir du 16 août 1946. En face, monsieur, au second notre candidat, Démosthène Petrus Calixte. Monsieur, c'est un ancien commandant de la garde d'Haïti, sous Vincent. Les Américains ont quitté le pays en 1934. C'est ces premiers Haïtiens qui ont été commandant de la garde des Américains qui ont quitté le pays. Il a conservé ce poste jusqu'en 1937. Et côté Vincent a révoqué monsieur. Monsieur avec Vincent est venu d'être à Citron. Il est appuyé par le MOP de Daniel Fiolet. Le MOP de Daniel Fiolet, c'est un mouvement qui est le mouvement ouvrier paysan. Leader, c'est Daniel Fiolet. Numéro 2 dans le mouvement, ça a été François Duvalier. Il était très populaire à Port-au-Prince. Il était maître des quartiers populaires à l'époque, qui était Bel-Air, La Saline, Front National. Les gens sont au dehors, les mastas dehors, il est le rouleau compresseur. Il est tellement en pile, une masse compacte. Donc, pour camper devant eux, il a passé sur eux. Et il a la réputation d'être l'homme des Américains parce que il a été, comme on t'a signalé tout à l'heure, le chef de la garde nationale mis en place par les Américains avant leur départ du pays en août 1934. Donc quelques jours avant la fin de l'occupation. Où était le troisième candidat, M. Bion Pierre-Louis. Bion Pierre-Louis, c'est quelqu'un qui a été élu sénateur de l'Ouest en mai 1946. Il a la réputation d'avoir des amitiés aux États-Unis d'Amérique. Parce que pendant longtemps, et de longues années, il a été un des responsables de la Standard Food. Standard Food, là, son compagnie bananière qui était dans la Tibonite, qui était un produit banane et voyez vendre aux États-Unis. Donc, monsieur a une relation aux États-Unis. Donc, je dis, monsieur, c'est mon Américain, peut-être ça. Et quatrième candidat de valeur que nous avons, c'est Edgar Neri-Numa. Et c'est un noir du Sud. Et Outaraldi, membre de la bourgeoisie terrienne du Sud, sont aux idées libérales. Sa candidature est soutenue par le PSP. Et étant donné qu'il est soutenu par le PSP, de tendance socialiste, eh bien, ça a attiré contre lui l'hostilité des Noiristes qui dit, monsieur, c'est Tchoul Mulatio, monsieur un petit douin,
qui défendent intérêt mulat dans le pays. Donc, ils font pile propagande contre monsieur. Alors, c'est 4 candidats que nous gagnons, qui parlent, dit, nom et campagne électorale. Bien entendu, que l'autre petit candidat, mais qui pas l'histoire pas retenue comme monde qui marquait et campagne électorale. C'est 4 monde ça c'est là dedans entre eux même qui te gain monde de partisans, monde qui a fait réunion pour eux, des meetings à travers le pays, qui étaient des relations tout à l'étranger, que ce soit en République dominicaine, que ce soit aux États-Unis. Autrement dit, on a dit des candidats dignes de ce nom, des candidats qui valent la peine. Alors, c'est après avoir livré bataille contre ces 3 candidats que Dumas estimé a été élu président de la République. Bien entendu, il a pas plus douce passer ça, non, il n'est pas passé comme une lettre à la poste. Oui, il n'est pas passé comme une lettre à la poste, non? Et parce que c'est pas dès le premier tour, non, et estimé élu président. Même s'il était bien, et moun parle la chambre, non, on connaît, moun parle élu président, grand pile tractation, surtout sélection au second degré, d'accord? Et bon, il faut dire que estimé n'était pas populaire à Port-au-Prince. Moun qui était maître, là où il y a moun qui était son dit maître béton à Port-au-Prince, c'était Daniel Fiolet, professeur au lycée Pétion, et grand leader syndicaliste, et maître à penser Masla, La Saline, Soubellet, etc. Donc, on a dit Mas Port-au-Prince là, c'est le monde qui était en faveur de Demosthène Calixte. C'est lui-même Fiolet qui a appuyé. Maintenant, il se trouve que la réélection, l'armée a pris toutes les dispositions nécessaires. Ils ont encadré la ville là. Ils ont empêché les gens d'arriver aux abords de la chambre. D'accord? Là, il y a des dispositions militaires qui prennent pour empêcher que Massio puisse travailler la chambre. Non? Parce que bruit est couru et qu'il y a fait un coup pour écarter Calix en faveur d'Estimé. Donc l'armée, puisque Estimé était bon parle de l'armée, donc il prend des dispositions pour empêcher ça fait. Donc pour que les autres pas fait. Et on prend le retour, il y a un pile, il fait 3 tours pour départager les votes, d'accord? Il y a un pile tractation passé. Bon, on connaît le jeu politique en Haïti, un jeu de saint, d'accord? On a toujours prétendu que c'était un coup de l'argent passé, mais on n'a jamais pu, ils ne sont pas des preuves là. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Mais de toute façon, le résultat est là. Ce qui est connu, c'est que le 16 août 1946, c'est lui-même, les représentants du peuple, ont élu président. D'accord? Et, quand il y a pour diriger le pays, alors à partir de ce moment, nous pourrons parler d'un nouveau régime, un nouveau gouvernement dans le pays. C'est ce que nous allons voir. Nous présentons dans quel cadre, dans quel contexte l'élection 46 la fête, dans quel contexte du système président. Dans la prochaine émission, on va aller analyser le régime estimé avec nous. Mémoire avec l'histoire. Chaque dimanche, midi, reprise samedi 8h le matin sur Radio Cosmos. Nous tranche l'histoire pays d'Haïti avec Med Ben.